Bonjour à tous, merci d'être là si nombreux. Comme Yael l'a annoncé, nous allons commencer par deux interventions, celle de Cécile Clément et celle de Léna Vizy, qui vont vous faire un petit panorama de ce qui se passe à l'international sur ces questions-là. Et ensuite, je vous passerai la parole aussi pour que vous puissiez poser des questions et aussi débattre de ce sujet-là. Et donc, j'accueille d'abord Cécile Clément. Bonjour à tous. Alors moi je suis consultante en fundraising depuis une quinzaine d'années. D'abord en fondation pendant 6 ans et puis depuis maintenant 12 ans j'ai ma propre structure et je travaille aussi pour l'agence Comme Essence. Dans le cadre de mes missions, j'ai été interpellée par l'Armée du Salut en Belgique, qui est une toute petite structure. Ça n'a rien à voir avec ce que vous connaissez en France. C'est vraiment une petite association dans un petit pays. Et ils avaient très peu de moyens et personne vraiment en charge ni des legs, ni de la collecte de fonds, rien du tout. Et à un séminaire de juin de l'AFF, où on fait toujours des superbes rencontres, j'ai assisté à un atelier animé par Patrice Macquart de Testament.be. Je pense que ça doit faire 8 ans, d'après mes calculs, à peu près. Un truc comme ça. Et je me suis dit, mais c'est génial, c'est absolument ce qu'il nous faut pour l'Armée du Salut en Belgique, parce que ils n'ont pas les moyens, ils ne savent pas faire, et en plus, ils n'ont pas les moyens humains ni financiers, c'était les deux. Et c'est comme ça que l'aventure a commencé. Alors, Testament.be, c'est quoi? C'est une association qui s'est créée il y a une quinzaine d'années maintenant, et qui permet de coordonner les campagnes de 120 ASBL, donc en Belgique on n'appelle pas ça des OSBL mais des ASBL, pour regrouper la communication et, autour des legs et pour faire connaître aux personnes de plus de 55 ans qu'elles ont intérêt à préparer la suite et à préparer la suite pour une bonne cause. Et leur grand logo, c'est vraiment, enfin slogan, c'est penser à donner à une bonne cause. Et le mot bonne cause est le plus important chez eux. Et l'Armée du Salut, du coup, est adhérente depuis 2016. Donc ça commence déjà à faire, puisque c'est la 8e année. Alors, que fait Testament.be? Alors, Testament.be organise différents événements, dont je vous parlerai après, mais permet surtout d'augmenter de manière très importante le nombre de contacts pour avoir des legs dans les associations. La plus grande difficulté, vous le savez, c'est de faire connaître qu'une association a la capacité de percevoir des legs et de toucher les bonnes cibles. Et là, c'est là que Testament.be a un rôle vraiment très important parce que c'est eux qui mènent cette campagne auprès de la bonne cible. Alors pourquoi une campagne collective? Parce que ça permet vraiment de mutualiser le discours et les compétences pour pouvoir communiquer ensemble. Et après, c'est les personnes qui sont sensibilisées par cette cause qui font le choix de l'association. Vous verrez après comment. Et bien sûr, pourquoi on a besoin de legs, ça vous le savez très bien, pour diversifier les sources de revenus. Et ça, c'est exactement comme en France. Alors, c'est quoi l'offre qui est inclue dans Testament.be? Alors, c'est une campagne médiatique bilingue. Je rappelle qu'en Belgique, il y a la partie flamande et wallonne. C'est vraiment pas simple, parce que tout est traduit toujours en français et en néerlandais. Que ce soit... tous les outils de communication, à chaque fois, sont traduits dans les deux langues. Et donc, là, ils offrent des spots radio, des spots télé, des publicités diverses, des bannières, des annonces publicitaires personnalisées. Et ça, c'est super important parce que moi, Armée du Salut Belgique, avec un tout petit budget, j'aurais jamais imaginé pouvoir passer sur un spot télé. C'était pas possible. Enfin, vous savez ce que ça coûte, hein, un spot télé. Quand tu es une association avec, au siège, ils sont 5 salariés. Hein, ça vous montre un peu l'ampleur de l'association en Belgique. Avec 5 salariés, un tout petit budget, on passe pas à la télé, quoi. On a déjà du mal à faire un flyer qu'on imprime soi-même sur la photocopieuse. Donc du coup, avoir accès à un spot radio, à un spot télé, etc., c'était totalement inimaginable. Donc ça, c'était vraiment du pain béni. Ensuite, il y a la mention de toutes les associations sur le site web testament.be qui bénéficient d'un référencement vraiment exceptionnel quand on fait des recherches par rapport aux legs, à la succession, à l'après sa mort, etc. Il y a un guide qui est bien réglé pour bien léguer, que chaque personne peut commander sur le site et recevoir gratuitement à la maison. Et il y a dans ce guide, il y a toutes les associations qui sont mentionnées. Donc ça, c'est vraiment, tout le monde est à égal niveau. Les 120 associations qui sont membres de Testament.be
bénéficient exactement du même service. Ensuite, chaque organisation reçoit 50 exemplaires de ce guide. Alors c'est un guide, c'est ce que nous on appelle la brochure LEG, quoi. C'est le gros truc de 50 pages qui a été donc fait par des juristes spécialisés. Donc les petites associations qui n'ont pas les compétences bénéficient de ces compétences, et ça c'est absolument génial. Et la couverture devant et derrière est personnalisée au nom et au logo de l'association. Donc on a l'impression que l'association a fait un super travail, et non, c'est grâce à testament.be, et ça c'est absolument génial. Testament.be donc sollicite des contacts qui s'inscrivent sur leur site et qui peuvent cocher quelles sont les informations des associations qui les intéressent. Et en fonction, ils reçoivent des informations ça peut être n'importe quelle association, et ils peuvent en cocher plusieurs. Donc ça va de 1 à, je ne sais même pas s'il y a un nombre limité, mais je ne pense pas. Un testateur potentiel sur le site regarde ce que font les associations ou a entendu quelque chose, coche, je vous aurai des informations de telle association, et l'association reçoit en échange le contact dans un fichier. Enfin voilà, toutes les semaines ils reçoivent les contacts des personnes qui se sont intéressées à eux, et ils peuvent les contacter. Donc c'est vraiment absolument génial, parce que ça permet d'avoir des contacts de potentiels testateurs qualifiés, puisque c'est eux qui sont venus, qui ont fait déjà la première démarche, qui se sont renseignés sur les legs et qui se sont renseignés sur l'association. Donc on sait que ces contacts, ils sont vraiment hyper intéressants. En plus, il y a plusieurs événements qui sont organisés par testament.be. Alors des événements qui sont à destination des seniors de plus de 55 ans, comme des salons pour expliquer ce que c'est que faire un leg, comment organiser la suite après son décès, avec des rencontres avec des juristes. Donc les gens viennent, il y a des stands avec les différentes associations, ils peuvent rentrer en contact avec les associations, poser des questions, avoir un rendez-vous personnalisé avec des juristes, donc ça, des notaires. Donc ça c'est super important aussi, parce que en tant qu'association, on n'a pas forcément non plus les compétences pour donner les bons renseignements, et souvent ce qu'on a tendance à dire, c'est allez voir votre notaire. Moi je sais pas, de toute façon je vais pas me mouiller jusqu'à ce moment-là, allez voir votre notaire. Et là, dans les événements de testament.be, les juristes et les notaires sont présents et répondent aux questions directement des testateurs potentiels. Donc c'est vraiment un moment incroyable où les gens ont des réponses très rapidement. Il y a des événements qui sont organisés aussi de manière informelle pour remercier ces testateurs potentiels de leur participation à l'intérêt de léguer pour une bonne cause. Donc il y avait eu un événement au Floralie de Gand, par exemple, dans des musées, etc., mais des musées assez prestigieux et des événements assez prestigieux pour montrer qu'ils sont reconnus aussi dans leur acte, que ça a de la valeur ce qu'ils font, et on les remercie à la hauteur de leur acte. Donc ça, c'est aussi un moment convivial où les associations sont invitées à juste être en contact. C'est pas un moment de vente, entre guillemets, mais d'entretien de la relation. Des événements très intéressants aussi pour les responsables des associations. Parce que comme je vous le disais, par exemple, pour moi en Belgique, avec les 5 salariés, j'ai une demi-personne en gros qui s'occupe un peu de la com et du fundraising et qui était assistante sociale. Donc pas vraiment des compétences en la matière. Elle se forme au fur et à mesure. Et grâce à testament.be, il y a beaucoup d'événements dans l'année, un peu à la manière de l'AFF, je dirais, avec des moments de formation qui leur sont proposés totalement de manière gratuite, incluse dans le pack, on va dire, sur l'évolution législative. En plus, en Belgique, c'est très compliqué parce qu'il y a des différences entre les différentes provinces, il y a des différences avec les langues, etc. Donc c'est vraiment extrêmement compliqué. Il faut vraiment se tenir à jour très régulièrement de l'évolution de la législation, avec des bonnes pratiques aussi de fundraising, avec des échanges entre pairs. Et ça, c'est vraiment un moment hyper intéressant pour eux, parce qu'ils sont souvent très seuls. L'équivalent de l'AFF est beaucoup plus petit aussi en Belgique, donc il n'y a pas toutes ces ressources que nous, on a en France. Et testament.be est vraiment un endroit où ils ont énormément d'informations et de formations. Donc tout ça, c'est inclus dans le kit. Dans le kit que propose testament.be, il y a aussi un suivi des candidats testateurs. Je vous rappelle donc la situation, ma demi-salariée qui n'a pas du tout un profil de juriste ou de fundraiser, quand elle reçoit les contacts, qu'est-ce qu'elle en fait? Il va falloir bien aller les voir, ces gens-là.
Sauf que aller voir un testateur quand on n'a jamais fait ça, quand on ne sait pas quoi lui raconter, eh ben, de temps en temps, elle fait appel à testament.be et il y a un juriste de testament.be qui va avec elle chez la personne âgée et qui va échanger avec elle. Donc ça, c'est aussi extrêmement important parce que les premières fois, surtout quand elle y allait, elle ne savait pas trop comment exprimer, écouter, enfin proposer, etc. Ben, elle a vu, grâce à l'accompagnement qu'elle a eu avec ce juriste de testament.be, comment aborder la personne âgée. Et ça, c'est vraiment aussi une force de testament.be parce qu'ils sont disponibles et accessibles. Il y a une hotline qui leur permet de poser les questions aussi bien à l'association qu'aux testateurs potentiels. Donc par mail, par téléphone, par visite à domicile, il y a vraiment une relation testateur qui est mise en place pour aider le testateur et aider l'association. Voilà. Alors ça, c'est justement un peu quelques événements et quelques outils de communication. Donc en bas à gauche, c'est justement les Floralies de Gand. En haut à gauche, un autre événement pour remercier les testateurs. Vous voyez les campagnes, alors on parlait de campagne télé, de campagne radio, mais le tram de Bruxelles aussi a été mis aux couleurs de testament.be. Et je ne sais pas si vous voyez, mais en fait, à chaque fois, il y a tous les logos de toutes les associations. En France, c'est pas possible, on est beaucoup trop nombreux. Là, il y en a 120. Donc 120, ça passe. Mais à un moment donné, de toute façon, il se pose la question aussi de, il va falloir bien arrêter parce que sinon les logos vont être de taille microscopique et ça marchera plus. La brochure en haut à droite et le site en bas à droite. Alors là, c'est toutes les associations en langue néerlandaise qui sont membres de testament.be. Et vous voyez par exemple, l'Armée du Salut, on est au centre. Et on est deux fois, donc, puisqu'on est en français et en néerlandais. Voilà. Oui, en haut, cette fois-ci. Donc ça, ce sont toutes les associations qui sont membres. Et quand il y a une publicité, alors, la dernière fois, je sors du train à Bruxelles, sur le quai, un panneau d'affichage, tous les logos de toutes les associations, et pensez à léguer à une bonne cause. Voilà. Et là, on peut flasher, on peut aller sur le site, cocher, je suis intéressé par territoire mémoire, par l'Armée du Salut, par la Banque alimentaire, et on est mis en relation, et les associations reçoivent le contact et entrent en relation avec le testateur potentiel. Alors, quelques chiffres pour que vous sachiez ce que ça rapporte. Alors, depuis 2016, l'Armée du Salut a eu 510 contacts de potentiels, ce qui est absolument énorme quand on est une toute petite association qui n'a pas d'équipe pour s'occuper des legs, avec 181 contacts en néerlandais et 329 en français. Et c'est là où c'est intéressant, c'est ce que je vous disais, on peut être contact unique, c'est-à-dire que la personne n'a coché que l'Armée du Salut, ou alors être contact pour 2, 3 ou plus bonnes causes. Là, je vous ai mis seulement les uniques et les 2, 3. Mais il y a quand même plus de 80 contacts uniques, donc 80 personnes qui ont coché « Je suis intéressé à faire un leg du Salut ». C'est vraiment hyper intéressant. Ah, il manque le visuel. Bon, c'est pas grave, c'était le visuel de la brochure personnalisée. Et le but que ça représente, donc c'est en fonction du budget global de l'association. Il y a 3 tranches de tarifs, et l'Armée du Salut est à la tranche milieu, de 15 000 € par an. Et dans ces 15 000 €, tout est compris. Les publicités, les conseils, les événements, les formations. Voilà. Donc pour 15 000 €, on a un package absolument incroyable, de nombreuses prestations très variées qu'une toute petite structure ne serait pas du tout en capacité de se payer. Merci Cécile. Juste une petite question avant que vous partiez. Tu partes. Pour les 15 000 €, c'est un prix fixe ou c'est... C'est un prix fixe en fonction du budget de chaque association. Voilà. Donc c'est 15 000 pour l'Armée du Salut. Voilà. Merci. Lena, please. Hello, good morning. I'm so sorry I'm not speaking that good French, so my presentation will be in English, but I'm really happy to be here this morning. I'm really happy that you took your time and the honor to listen to me. Thank you so much. My name is Lena Wiese, and I will tell you a little bit more about, after she did a great presentation of the Belgium campaign, a little bit more about joint national legacy campaigns that we see around the world and the power of it. So just a
short. I can answer all the questions also be at the end of the presentation, but if you have questions in between, I'm also happy to answer them, and I will be around the whole day. So really shortly, who am I? I'm a consultant. I work for Legacy Futures. I'm a German living in the Netherlands working for an English organization, and Legacy Futures only concentrates on helping charities in building up legacy fundraising programs or develop them further. But next to my daily job as a consultant, I work as a coordinator of the LegaVision Network. And the LegaVision Network is the international network from all the joint legacy campaigns around the world. And that's why I'm here today, to tell you a little bit more about the work that the different campaigns are doing. You already heard a great example from our Belgium colleagues. And if you're interested in legacy fundraising, I'm also one of the initiators of LegacyGiving.eu, a blog site only about legacy fundraising in Europe. But that's enough about me. First of all, I want to say congratulations to you. So you have a French campaign now. That's really, really, really great. And from an international perspective, I think like you cannot imagine that there are other campaign leaders, and they're asking me all the time, like, what about France? Where is France? Why is there no French campaign? So I'm really happy that you started this campaign. Congratulations to you with the first steps on this. So now you can see that you're a part of kind of a movement. As you can see now, I'm really happy that we have this dot here in France. There are 25 joint legacy campaigns around the world that we are aware of. Most of them, you can see, are in Europe, or in English-speaking countries, the USA, Australia, and New Zealand. But for example, last year we also had like Argentina setting up a legacy campaign, or in Asia we have the Japanese campaign, which is doing a quite good job in their work. If we look at Europe, you can see that there are really different kind of campaigns. That are not all the campaigns in Europe, but there are really different ones, and you see how this develops. And what we see is if there's more interest in legacy giving and developing legacy fundraising, then you also see that those campaigns are set up. So the first campaign in Europe was Remember Charity, that we already heard of. It's really like, it was set up in the 2000s, and it's, if you know the UK market a little bit, if you know England, it's a really mature market. Charities communicate since long about legacy giving, and it's much more common probably than in other markets. So they're quite developed. But as you can see, there are also really different countries that set up such a campaign. We had like the Belgium example, but we also have like Norway, we have Denmark, we had like in 2019 Germany set up a campaign. So it's really in development. And those campaigns are big, small, starting, very mature like the English one, but all of them are maybe in a different setup, but all of them are really doing something that's aiming for something that you cannot do alone. Like together you can achieve what no charity can achieve alone. And that is really making legacy giving a social norm, influencing your market, stimulating people in your country together to think about charitable gifts in their testament. And I want to give you 3 reasons why it can be interesting for you to also join such a campaign. So the first reason is a little bit an academical reason. I will share the slides, so you will get the link to that, but there is a very interesting literature review that brings together all the research that is done about legacy giving and the way people think about charitable gifts. So take a look at it, but from this research and from this literature review, we know better how people think about the process of making the decision and how do people make their legacy decision. And there are 3 things really important.
people, when they're in the process of thinking about leaving a charitable gift, they're looking back, they're looking around, and they're looking forward. Sorry, I always go back from I have to stay here. So looking back, what does that mean? We know that in legacy fundraising, it's a really different process. You look and think about what is important in my life. So the life of the potential legacy donor is really important. They think about what values are important for me, what charities are linked to that, and so which charities that will I choose to name in my will. And sometimes those decision processes are also linked to connection and thinking and remembering someone loved. Like if I lost a family member to cancer, probably the chances are much higher that I also will name a cancer charity in my will. Then people look around, and this is really important when we think about joint campaigns. This looking around means that when people thinking about making a decision about leaving a gift to charity, making that testament and thinking about which organizations they should name, they also need to know that this is something very common. You want to make it something that everyone is doing, that it's not something special. You want to have it a positive action. So social influencing and social norming are very important. There's different research showing that when people think this is something everyone is doing, then this will influence them positively to do that. And it's also important that when people consider, I come to you in a second, when people considering making that step, that they also find third-party information about giving them the confirmation that this is a good one. So it's really good that you have information on your website about legacy giving, but it's also good if it's spread in on other information sources. There was a question in the back. Social norming is really this, that people think and understand that it's a common idea that this is a good thing to do. So that's really the thing, that it's not only your one donor that is in your donor base and that has no children, and that's why considering leaving a gift in their will. It's also broader, and in the society, something that you understand it's something positive and then the third part is really that in the process, people really think about the future. So what is important in my life? What are other people doing? So legacy, leaving a gift in my will is something that I can consider. And then I want to pass through the things that are important in my life to the next generation. And through that, I can also live a little bit longer. It's super interesting what this research shows, and you will get the link so that you can also have a look at the literature review. But if we're summing this up, this middle part of looking around and influencing and developing social influencing and social norming and making legacy giving something that everyone knows about, something that people think positive of, this is something that joint campaigns really stimulate. And you probably cannot do that on your own alone. So the second reason that I want to give you is a very simple one. It's not rocket science. It's not that academic approach. It's really simple, and we also heard it from you, that what you see in Belgium is like, by joining up, by working together, you have much more reach out. You have a big budget, you have more channels, and you probably will reach to press cover, and you reach a journalist that you would probably not reach out alone. So you already saw this picture, which is a great example, I agree with you. So yeah, when is your logo on a tram or in a train? Like, this is really something that you can reach together. That's the Belgium example, but we also have, for example, Remember a Charity that was already named. They are so good in developing marketing stunts and really having like this fresh marketing approach to legacy giving. And this was the action that they did, like a really a press-covered marketing stunt where they had like a really old parachute jumper, and before he jumped out of the airplane, he was signing his testament and leaving also a gift to the... So they really do this crazy
marketing activities that probably you as a charity alone would also not do, because it could be a little bit risky. But by working together on it, it's like it's the collective that can stimulate much more. And then you have like what I meant, like you can have like, this is the Australian campaign. You can have a press cover also on national television. Probably your organization alone would not be there on primetime television. But by working together, you can be there, you can stimulate them, stimulate people seeing this and talking about gifts and wills. So it's really something that you can only do by working together. That's another example of Australia. The third reason is that as a collective, you can build partnerships. And you probably can build partnerships that you could not build alone. And we asked, with the network, we asked all the joint campaigns in a survey, like, what are partnerships that you build? What are your partners? I don't want to go through all of them, but I want to talk about 3 of the partners. This is what the Irish campaign is doing. The Irish campaign is really lobbying actively at their government to have tax reductions on gifts and wills that include a charitable gift. That is something that a charity alone could not do, but because they are a collective and because they are lobbying together, government is in conversation with them about this. Another important one is like the National Council of Notaries or lawyers or solicitors, like the professionals that are relevant for writing wills. And we see that a lot of joint campaigns are reaching out to these national councils to stimulate them also in looking differently at charitable gifts and doing something in this direction. And for example, the English campaign was really, really good in having conversations with their solicitor society, and they're stimulating them now that the solicitors are asking in conversations when people wanting to write a will, that they ask, do you also want to include a charitable gift? And this is really important to stimulate. And probably a solicitor will probably not do that for your own organization. They want to be independent. But if you stimulate this as a collective, you make a chance to open up new ways of communication about gifts and wills. And then the last example is one from the Austrian campaign. And they reached out to funeral institutes, because in Austria it's quite common to also make an insurance for in the case that you die and you want to take care of your funeral. And in that conversations now, through the partnership, the Austrian campaign stimulate them to also mention if people want to consider a gift in their will. So just 3 examples of how you can build partnerships together that you probably would not receive or reach out to when you would work alone. So I gave you 3 examples. Like, we have the research that shows that social norming influencing the society and making gifts and wills something positive and common is really important for the decision-making process. That the second example, you will have more reach out, and there will be more press coverage, more attention to legacy giving to charities. And then the third one, partnerships are a really important factor that will also help you in the end. So I showed you those reasons, and what what we always say is that you have to see the market as maybe as a big pie. So the French market and people who considering gifts and wills, you want to make that pie bigger. You want to make it grow. So if the pie is growing, then probably your piece that you get out of it will be also bigger. So a really simple example of how joint campaigns work. So we already saw one fantastic example of a really great campaign. They're really special and they're really successful in Belgium, and they're doing a fantastic job. I just want to give you 3 short examples of 3 other campaigns. So we have the Canadian campaign, Willpower. We have Remember a Charity in the UK. And we have Det Gode Testament in Denmark.
So 3 examples of how different campaigns can work, but also how interesting it is to look at their concepts. So if we look at Willpower, it's quite a young campaign. It exists around 4 years, but they have 550 member charities joining the campaign. Extremely huge campaign. They target a really young audience. If you look at it, they're already targeting people from 35 years on. Why do they do that? They really want to expand the market for the Canadian charities, and they really want to be very inclusive. They also want to communicate with people who have children, and also you see that in that ad, make them think about including also a gift to charity in their will. So I want to show. Let's see now that the very interesting moment comes when I want to show you some videos. So let's see if this is working. Yes. I just had a dream. What you dream? What you dream? Things were better than they seem. What you mean? What you mean? There was only love to give and joy to find, and a kind of world we leave behind. If you dream something, oh, you got to give it life. Make it mean something. We gon' be alright. If you dream something, oh, you got to give it life. So this is the small video of the Canadian campaign, and I think what I said, it's really very inclusive, and really focusing on also people with children, with grandchildren. So a very interesting approach. So the second example that I want to show you is Remember Charity. Like, I think probably from the European perspective, it's like the mother of all joint campaigns. They're existing that long, and they have such an experience, and they do really great work. So they have 200 member charities. They're targeting a little bit an older audience. And what they developed, and I think it's a really, really great example, is Remember a Charity Week. So I think maybe a few of you have heard about it, but it's really in September, first week of September, all the charities that are joining the campaign, they have this week, and they're using their channels, and they also internally, it's a really important thing, because the legacy fundraisers can go to the communication department, to their communication colleagues and marketing colleagues, and said, it's Remember a Charity Week. We have to have something on our website. We have to post about legacy gifts. So it's like working externally, but it's also working really good internally. And the campaign is doing a fantastic job to create really great content. They always have great press coverage. And as you can see, they really do it with British humor. They're really good in that. So if you have a chance and you haven't seen some ads of them, they are like, over the past 20 years, they made like fantastic videos and really, really great stuff. So Google them and check out what they did over the past year. So, but I have one short example about what they do on social media to cover around the Remember Charity Week. Frank's marrows are a sight to behold. Oh. Frank's marrows are a sight to behold. Once seen, never forgotten. He's won Best in Show at the Wibblethorpe Allotment Society 12 years in a row. But Frank will be remembered for even more than his enormous prize-winning marrows. He'll also be remembered for making a difference, as he's left a gift in his will to his favourite charity. Find out how you could make a difference at rememberacharity.org.uk. Yeah, like I said, a really great example of how you can use British humor in normalizing and positively influencing gifts and wills. So the third example that I want to show you is the Danish campaign. They have 45 members targeting on a quite young audience, but what they really want to do is like stimulating conversations about gifts and wills to charity. And what they developed, and initially this was a idea of the Dutch campaign, but I think the Danish really developed it in a great way, is
they developed this conversation starters, like a card set of cards that stimulates and asks questions about gifts and wills and all the things around writing your will. So you can order those card sets and use this then for a conversation. And I also have a video of it, and it's in Danish. But I hope that the subtitles are working, because otherwise, let me see. Så far, så har jeg lige lavet lidt kaffe. Ved du hvad, jeg har fundet sådan nogle små kort her, jeg tænker, vi lige kunne snakke lidt om. Det er noget, jeg har fået fra Det Gode Testamente. Ja, men så vil jeg spørge dig. Ja. Hvordan vil du gerne huskes? Hvordan vil jeg gerne huskes? Jamen, jeg vil gerne I could try to do a translation. Det er rart og venligt og imødekommende og generøst menneske. For alle de gode ting, vi har gjort for børnene. Vil du blive stolt, hvis en af dine kære efterlader noget til en god sag? Det var bare fordi, at Signe og jeg, vi havde i hvert fald talt om, at det kunne måske være meget fint at give. Det behøver ikke være alt, men det ligger ret naturligt for mig, ikke? I og med, at jeg allerede giver til forskellige gode sager. Hvorfor skal du oprette et testamente? Det skal jeg jo, fordi det skal alle, for at få styr på, at ens efterladte, de ved, hvad der skal ske. De skal jo skrives ned, altså for ellers så kommer de i de fleste tilfælde jo ikke til at ske, og så kan man have mange gode intentioner. Men de har jo også, altså, børnene har jo alt. Vil du ikke have en smuk her? Nej, tusind tak. So I'm sorry that the subtitles were not working, but what is happening there is that on these cards there are different questions, like for example, how do you want to be remembered as a generous person, or why isn't it important to have a will? All these questions are stimulated by this card game, and this is really part again of stimulating conversations, making it really normal to have also families having conversations about gifts and wills. So this was one way the Danish campaign was really trying to stimulate that. So I gave you 3 different examples, and you had the great example of the Belgium campaign. I think there are so many different ways of how this campaign works and what they want to do in their countries, and I think it's also important that you find your unique twist in your country for that joint campaign. So you do not have to copy something, but you have to find something and develop something that is working in France. But I think that's a really great first step, that you have this initiative now and that you are reaching out to a broader audience talking about gifts and wills. So just to show you, you're part now of a movement of 25 campaigns. They're like, these campaigns represent like more than nearly 1,500 charities worldwide. And if you look at what their reach out was in 2022, is that? They reach out to more than 100 million people and communicating gifts and wills to charity. So this is really something important and great to do. So I wanted to show you this. Thank you for your attention. Thanks. If you have questions. Yeah. Thank you, Lena, for coming here and sharing with us all those information. Donc là, on a une vingtaine de minutes pour échanger. On va commencer. Est-ce que vous avez d'abord des questions précises pour les 2 intervenantes? Bonjour. Moi, j'aurais aimé savoir combien ça a rapporté à l'Armée du Salut, cette campagne sur les legacy, d'ailleurs, sur les testaments. Voilà. Alors pour le moment, vous le savez bien, on parle toujours de 7 ans minimum pour rentabiliser une campagne. Donc pour le moment, je ne peux pas dire que ça a rapporté X millions d'euros, je ne sais pas. On est encore au début puisqu'on a commencé en 2016. Ça fait pile 8 ans. On est dans la 8e année. On voit qu'il y a des legs qui commencent à tomber, mais c'est vraiment le début. Alors certes, il y a eu l'accélération du Covid qu'on a tous connu. Donc il y a aussi eu des legs qui sont tombés un peu plus, mais c'est trop tôt. Je pense que d'ici 1 ou 2 ans, on en saura plus.
Je précise juste que la présentation sera en ligne sur le site de l'AFF, donc vous pourrez revoir les vidéos avec les sous-titres. D'ailleurs, je précise une chose, on parlait de 7 ans jusqu'à présent, mais en fait, cette durée a diminué, puisqu'on est dans une période où il y a beaucoup de pré-baby boomers qui sont en train de décéder, ceux qui sont nés avant la Seconde Guerre mondiale, et tous ces gens-là, ils ont fait des testaments où ils se décident maintenant, et il y a vraiment un boom de décès, malheureusement, et donc il y a beaucoup de legs qui tombent maintenant. Et si on ne parle pas maintenant de legs, et ben ces legs ils vont tomber en déshérence. Et c'est vraiment très dommage parce qu'on a besoin d'eux. Et si on ne communique pas autour des legs à ces personnes qui ont plus de 80 ans, et ben ça va revenir à l'état, quoi. D'autres questions? Très bien. Je vous demanderai juste après, pour lancer le débat, quand vous prenez la parole, de vous présenter, que tout le monde sache qui vous êtes. Donc pour lancer, je vais redonner la parole à Cécile, parce qu'on a discuté de cette question de la campagne en France et de savoir si elle était pertinente ou pas, et du coup je voulais avoir ton avis, si tu pouvais le partager. Alors c'est un sujet qui a été vraiment un questionnement avec Damien Jacquinet de Comessence. On a réfléchi à dupliquer ce modèle quand on a rencontré Patrice Macquart de Testament.be il y a aussi longtemps maintenant, et on a commencé à regarder l'environnement français. Mais l'environnement français, il est vraiment, c'est pas celui des autres pays, et de pouvoir mettre tout le monde au même niveau d'égalité de communication, en tout cas par rapport à la Belgique, c'était pas possible. On est trop nombreux, il y a trop d'associations, et puis on a vraiment aussi dans les grosses associations des services legs, libéralité qui sont importants, qui ont des moyens pour faire des campagnes. Donc ce modèle-là, à force de réflexion, de benchmark, on s'est dit que c'était pas vraiment transposable. Par contre, il y a des besoins pour les plus petites structures, et ça, on en est bien conscient, et on a créé un nouveau modèle. Au mois de décembre dernier, on a créé une nouvelle société pour promouvoir les legs pour les petites associations et pour les collectivités territoriales. Ça n'a rien à voir avec ce que vient de nous présenter Léna. C'est vraiment pour accompagner les petites structures, avoir des outils de communication et à avoir les basiques. Notre produit s'appelle Leg et moi, pour pouvoir permettre à toutes les associations de bénéficier d'outils de base autour des legs, et aussi d'avoir un accès à un juriste spécialisé sur les legs. Mais on n'organise pas de grandes campagnes. Ça n'a rien à voir avec ce qui est organisé par Testament Solidaire. Mais on pense qu'il y a un marché, mais qui n'est pas le même que dans le reste de l'Europe. Est-ce que maintenant quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Une interrogation, un avis? Alors, c'est vraiment typiquement français, ça, de penser qu'on est différent. Moi, je pense que, enfin, je me permets du coup que les alliances aujourd'hui, c'est incontournable, qu'il y a énormément de besoins d'enjeux sociétaux à couvrir, et qu'on est plus fort ensemble. Donc voilà, c'est un peu ce qu'on a fait avec Giving Tuesday aussi. On porte vraiment chevillé au corps l'idée des alliances à l'AFF. Après, c'est clairement des enjeux de positionnement des organisations, de savoir si le gâteau, c'est le même gâteau qu'on se partage et que les parts sont plus petites, ou s'il y a un potentiel de croissance. Moi, je suis convaincue que sur ces sujets, il y a un très fort potentiel de croissance. Toutes les études le montrent, la démographie le montre. Donc voilà, la question c'est, est-ce qu'en France, on sait faire alliance, on sait faire des choses ensemble? Voilà, est-ce que le débat, c'est de savoir si vous, que vous ayez ou non des outils, alors parce qu'on a évoqué des contextes très différents. On a évoqué des petites structures qui n'ont pas de moyens. Ici, je pense que globalement, est-ce que vous pouvez lever la main ceux qui n'ont pas de service dédié aux legs dans la salle? On en a quand même, voilà. On a une dominante quand même d'organisations qui ont des ressources dédiées, mais il y a des structures qui n'ont pas de ressources dédiées. Donc déjà peut-être que par typologie, les réponses vont être un peu différentes.
Mais globalement, la question est de savoir si vous-même, dans vos organisations, en tant que professionnel, vous auriez envie de porter cette démarche, et si oui, pourquoi, sinon pourquoi. Voilà. Est-ce que ces logiques d'alliance pour faire grossir le gâteau peuvent convaincre chez vous et vous convaincre vous? Voilà. Bonjour, Axel Marna, moi je suis freelance dans l'ESS, je dirais, et le fundraising. Donc j'accompagne certaines associations et moi je défends cette approche du leg, ayant suivi également la formation AFF à ce sujet. Donc en chiffres, je me rappelle que pour investir sur une démarche leg, il faut compter 150 000 € par an entre les frais, le salaire de quelqu'un, c'est ce dont je me souviens de la formation. Si je regarde le 15 000 €, ça permet de payer 10 ans d'investissement avec un résultat qui au long des 10 ans va commencer à arriver. Donc il y a quand même, avec toute l'expertise en plus, qui est quand même très rassurante. Donc moi j'avais vu ces testaments solidaires, je crois, au séminaire de l'AFF au mois de juin, qui présentait, non? Est-ce qu'il y avait une structure qui présentait une alliance comme ça pour... Et j'avais trouvé ça super intéressant, j'en ai déjà parlé à des assos que j'accompagne. Donc moi je pense que le gâteau, il est gigantesque, et que ce serait bien qu'on ait tous un petit morceau, parce que vraiment il y a de quoi, et en plus ça donne du sens, et donner du sens à sa mort, moi je trouve ça intéressant. Alors c'est 150 000 €, mais si on fait une campagne, il faut compter voilà, 50-60 000 € pour une campagne, sans compter le personnel, etc. Alors Joël Garnier de la Fondation Abbé Pierre, je voulais pas parler pour la Fondation, mais simplement par rapport à mon expérience et dire que d'abord je lance une question peut-être dans la salle s'il y a des gens qui participent à Testament Solidaire, parce qu'on l'a pas vraiment présenté, on n'a pas présenté ce qu'ils font, donc ça serait intéressant de savoir. Et moi ce que j'ai retenu de la présentation générale là, c'est le fait de faire avancer la norme. Et ça me semble très très intéressant pour tout le monde. C'est vrai que la norme, faire un testament, c'est encore quelque chose qui est mal connu, qui est pas forcément positif, ça c'est sûr. Hein. C'est formidable de voir comme les Anglais en parlent avec beaucoup d'humour. Et donc rien que pour ça, ça pourrait être intéressant, il me semble, de changer le regard des gens sur le testament, évidemment, le testament en faveur de nos structures. Alors normalement, il y a des personnes de Testament Solidaire qui sont là. Je te passe la parole, Claire, et après, s'ils peuvent se manifester pour éventuellement dire en quelques mots le principe de la campagne, vous êtes les bienvenus. C'est une question pour Cécile. Je suis étonnée, vous dites que en fait, vous ne pouvez agréger que les petites associations en France. Pourquoi ils ont réussi en Grande-Bretagne à être à 400? Ce qui veut dire que s'il y a un peu de volonté, on doit y arriver. Oui, alors sans doute, mais on a fait pas mal de benchmarks. Franchement, on y a passé du temps et on s'est vraiment rendu compte en échangeant avec les différentes structures que chacun est dans son précaré. Alors je sais, c'est peut-être l'exception française que que nous on a trouvé que Yael pense contournable. Nous on n'a pas réussi à la contourner pour le moment en tout cas, et on est parti sur un autre sujet qui est vraiment de faire connaître cette possibilité de donner, parce que avant de créer ces campagnes mutualisées, il faut aussi que les Français soient sensibilisés à cette question de l'après et comme vous venez de le dire, que le leg c'est pas quelque chose de tabou, de penser à la suite c'est pas du tout quelque chose de tabou. Et là quand je vois qu'il y a des pays qui commencent à en parler à 35 ans, nous après 55 on est déjà là, oh là là, parler de la mort c'est pas bien. Voilà, donc la première question aussi c'est sensibiliser les personnes à qu'est-ce qu'elles vont faire après. Quelles sont leurs valeurs, qu'est-ce qu'elles ont envie de transmettre. Donc pour le moment, nous on a un peu changé notre fusil d'épaule à Comessence pour communiquer auprès des gens de la possibilité de faire des legs déjà, même si on a des enfants, vous le savez, on a le droit de donner une quote-part dans une association. Merci. Edith Lajoux, responsable leg et libéralité chez Vision du Monde. Alors c'est une question avec un peu de retard. Vous avez parlé de 510 contacts qualifiés. Alors moi je ne parle pas de sommes reçues, mais il y a eu combien de testaments en la faveur de l'Armée du Salut suite à ces 510 contacts qualifiés? Alors, c'est là où il y a un peu l'écueil de la petite association. On a 510 contacts, mais on n'a personne en interne qui est vraiment spécialisé qui est à plein temps pour aller visiter ces 510 personnes. Donc, en plus avec les difficultés liées au Covid, où il y a eu ce souci de sortir et en plus d'aller voir les personnes âgées,
il y a eu beaucoup moins de visites. Donc c'est vraiment la question, je ne peux pas du tout y répondre, parce que on est en train de revoir la stratégie d'organisation de l'association pour vraiment donner ce rôle à une personne. Alors on avait une personne qui s'occupe de ces visites, mais elle n'avait pas suffisamment de temps pour rentrer en relation. Donc toutes ces 510 personnes sont invitées régulièrement à des événements. Donc elle les rencontre lors des événements et elle a fait, je pense, sur les 2 dernières années post-Covid, une dizaine de visites, mais elle n'a pas réussi à en faire plus. Et c'est bien dommage. Donc participer à ce type de campagne, avoir 510 contacts et ne rien en faire, c'est vraiment très dommage. Donc ça, c'est une grosse question, parce que dépenser 15 000 euros dans l'absolu, comme vous disiez, c'est pas grand-chose par rapport à ce que coûte une campagne. Mais si on n'exploite pas ces 510 contacts, la personne, elle donne à quelqu'un d'autre, hein, vous savez bien. Si on ne les sollicite pas, elle donne à quelqu'un d'autre. Hein. Donc là, il y a une vraie question qui est en train d'être réglée. Je vais donner quelques informations sur Testament solidaire à date en France. Donc ça a été lancé officiellement en fin d'année. Et il y a alors je ne sais pas s'il y a un problème d'affichage ou s'il y en a d'autres, mais je vous dis, il y en a un peu moins de 15. Action Enfance, ACF, Enfants du Mékong, France Alzheimer, Handicap International, Handi Chien, Elébor, L214, LPO, CIMAD et Laurette Fugain. Peut-être qu'il y en a d'autres que j'arrive pas à afficher. Voilà en gros. Et il y a une représentante donc, qui pourra en parler. Bienvenue. Merci. Donc Alexandra Savary, donc je fais partie de l'équipe Testament solidaire, dont la coordinatrice d'ailleurs est Ambre Danquini. Donc j'ai été en contact avec certains d'entre vous. Alors en effet, c'est un beau projet qui a maturé depuis pas mal d'années. Nous, IDS Média, on est société à mission depuis 30 ans. On agit essentiellement pour faire changer les mentalités, amener les gens à une meilleure hygiène de vie, notamment dans les salles d'attente des lieux de santé. Et depuis 15 ans, on avait développé un réseau libéralité dans les salles d'attente des études notariales, qui consistait à promouvoir les libéralités au profit d'associations pour promouvoir tout ce qui est legs, donations dans les salles d'attente des études notariales. Et en effet, le Covid est passé par là. Il fallait qu'on trouve d'autres leviers pour pouvoir aussi avoir un moyen de pouvoir évaluer l'impact et le bénéfice de ces campagnes qui étaient par moments difficilement mesurables. La diffusion de brochures n'est pas forcément un levier qui permet de voir les résultats à très court terme. Et donc, on a commencé à se développer sur le digital. Alors, avant, on avait constitué une plateforme qui s'appelait Ma Vie, Ma Transmission, qui s'en tenait en fait à des campagnes digitales mutualisées pour essayer de recruter de nouveaux candidats testateurs par le biais du digital. Et puis, donc, c'est alors que notre président s'est inspiré des campagnes qui avaient été menées donc, à l'étranger pour qu'on lance donc, en janvier de cette année Testament solidaire. Donc le constat, c'est surtout qu'on a une explosion, comme vous le savez, des seniors et on a un niveau de testament qui stagne. Donc il fallait qu'on puisse mobiliser nos forces pour qu'on puisse amener déjà à faire changer la norme sociale, à désacraliser un petit peu ce sujet-là, qui est néanmoins un sujet d'actualité dont les familles se parlent pendant les vacances, etc. Et donc voilà. Mais pour faire changer les lignes, il faut faire changer aussi les comportements, d'où la nécessité de pouvoir se réunir. Et donc, l'objectif des campagnes d'IDS Media, que ce soit au niveau de la santé ou au niveau des libéralités via les notaires, c'est vraiment dans un souci de mutualiser les coûts d'investissement. Voilà. Donc, on sait déjà que les effets sont bénéfiques et on voit déjà des résultats, nous, depuis 30 ans qu'on fait des campagnes dans les lieux de santé. Donc, on sait qu'on a les bons leviers, en tout cas, pour faire changer les mentalités. Mais voilà, il faut du temps. Ce qui est très bien, donc c'est à travers cette présentation, ça nous conforte dans cette idée qu'il faut continuer et en effet innover, aller là où vous n'auriez peut-être pas forcément envie d'aller d'un premier abord. Voilà, donc limiter le risque pour aller plus loin derrière. Juste une précision, Ambre est donc une habituée des campagnes nationales puisqu'elle est aussi coordinatrice de Giving Tuesday. Voilà. Tout à fait. Et donc, il y a aujourd'hui 17 associations partenaires. Donc, on essaye aussi de varier les thématiques pour pouvoir toucher un plus grand nombre. Voilà. Merci. Alors, pour faire suite à ce que vous dites, suite à cette formation LEG que j'avais fait à l'AFF, j'ai organisé un rendez-vous. Alors déjà, moi, je me suis dit, il faut que je refasse mon testament. Et j'ai animé un atelier chez un notaire parce que j'appartiens à un club d'activité senior qui s'appelle Colette.
Et donc il y a eu une dizaine de femmes, d'ailleurs ça a été tout de suite complet. Nous avons été chez un notaire, le thème c'était comment réfléchir sereinement à mon testament. Et donc la notaire avait expliqué à une dizaine de femmes un certain nombre de choses, comme quoi il faut aussi faire un rendez-vous, réfléchir. Et quand je vous entends, je pense que je vais faire une visio au sein de Colette. Il y a quand même 30 000 membres en France, qui ne sont pas seulement à Paris. Donc c'est un club d'activité senior gratuit et d'hébergement intergénérationnel. Mais donc 30 000 personnes à sensibiliser, parce que ce que je constate pour moi-même aussi, c'est que c'est un long cheminement de décider ce qu'on va faire. C'est déjà, il faut que je fasse un testament. Ok, je vais donner ma part réservataire à quelques assos parce que je suis engagée, j'ai envie de donner du sens. Combien je donne? Est-ce que cette asso, elle peut en bénéficier? Mais je vais peut-être changer d'avis dans les 10 ans. Comment je formule les choses, etc. Donc il faut y réfléchir. Et c'est un long travail. Il faut en parler à ses enfants, enfin je pense, et qu'ils ne soient pas surpris à l'ouverture, et qui peut-être ils aident aussi à choisir les assos au dernier moment. Enfin voilà. Donc c'est un long travail de maturation, et c'est pour ça qu'il y a encore du chemin à faire. Merci. Bonjour, moi je suis Lydia Barres-Rock, je suis directrice générale de l'agence Opening. On a la chance à l'agence d'accompagner de nombreux de nos clients dans cette démarche libéralité, et du coup on a des très grosses structures et des plus petites. Et je pense que la difficulté en France, elle est à ce niveau-là. Du coup je voudrais poser une question, parce que ça peut marcher si tout le monde est gagnant. Mais aujourd'hui, il y a des structures qui collectent plus de 80 millions par an, et d'autres qui collectent pas 1 million par an en libéralité. Et forcément, celles qui collectent 80 millions, elles n'ont pas envie de perdre au profit des autres. Soyons un peu clairs. Donc ma question, c'est parmi toutes ces campagnes mutualisées, est-ce que les membres font que cette campagne-là, ou est-ce que, si je suis une association qui a plus de moyens, je continue ma campagne à côté, plus celle-ci, et du coup je gagne aussi? Est-ce qu'il y a des preuves, enfin je pense à mes gros clients, est-ce qu'il y a des preuves que le gâteau grossit et que tout le monde y gagne? Ou est-ce que, entre guillemets, ça va faire émerger des plus petites structures, et tant mieux pour elles, mais dans ces cas-là, on peut comprendre que les plus grosses aient un peu de mal à y aller. Voilà. Pardon, je vais traduire peut-être pour Léna, pour qu'elle puisse peut-être réagir. En Belgique, il y a les grosses associations effectivement qui font aussi leur campagne. Donc il y a testament.be, mais ils ont aussi leur campagne. Donc les gros, ils ont toujours des avantages que les autres n'ont pas. Donc ça change pas. Hein. Ah bah oui. Mais le gâteau, enfin moi je pense que le gâteau il rétrécit pas, il grandit parce qu'on fait connaître. So if I understood the question correctly, it's a question like how is it organized, and then is it linked to, is it a separate campaign, or is it linked to also associations? And I think it's, in every country it's different. You have, like in Belgium, it's really a separate campaign, and I think their big power in Belgium, how they build it, it's also that they're separate. It's like a service organization for only focusing on legacies. But for example, in the Scandinavian countries, and in Denmark, in also Norway, it's really part of their general fundraising association, and it's really good that it is there, because it's very efficient, and you work together. But it depends also on how those campaigns starts, how the markets are, and what is the structure of a campaign. Like in Belgium, it's you have a lot of services in the Belgium campaign, from having the opportunity to have like this direct conversations with someone who's like a notary, where in other countries the English campaign is not doing that. They're really focusing on having the Remember a Charity Week and stimulating and making a big marketing campaign for gifts and wills in general. But this is really depending on different countries and different markets. So the question Lydia asked is about the feeling of the big organizations that they will give the floor to smaller organizations, and they might lose something instead of winning something. That's the main barrier for them to on board on this type of national campaign. And well,
Are they? Is there like is there really a danger that you would lose a potential pledger? The philosophy behind this is that the winners would be the smaller organization, the smallest, and yeah. I think like if you look at the UK, it's really they're the oldest campaign. They're really strong. That there it is. We see that this is really not the fact. You also have to see that if we look into research and what is happening at the moment with legacy giving in different markets, that would be interesting to look at France. But in other markets, we clearly see that there's a new generation of potential pledgers, the baby boomers. They're much more critical. They're really making different decisions of what kind of charities they're choosing. They're also looking for local, and they're also looking for more direct impact of their legacy gift. So this is something that you are confronted with automatically. This is something that also big organizations have to think about. But I think it's really like, you're the big brand, you are the trusted organization. You have this because you're a big name, because of that you are very known, you're very trusted. You have to make use of this. And you make also use of this if you are part of the campaign. You have to be there and to show that you are part of it and have that trusted position in it. So I would always say, like, probably you are then in a group of other organizations, but you have your spot there. And if you are missing there, then it will go to small organizations, maybe even easier. Is that a little bit an answer? Yeah, but do you have data to prove that the cake will go bigger? And that's the main question to convince people, I think. I don't. Probably maybe the Belgium have a proof in showing that the cake is also growing for the big 5 top organizations in Belgium. But it's really hard to prove, and you all know that, because legacy fundraising is not something that is happening today and tomorrow you have the return of an investment. It's a long-term investment that you have, and probably we are much wiser in 10 years or in 15 years when we really can track better our potential pledges. But it is an investment long-term, and it is an investment that is different than in upgrading direct marketing or other forms of fundraising. Et comme vous le verrez sur les slides, là par exemple sur cette campagne, en 5 ans, les revenus du leg ont augmenté de 50%. Merci à tous. Merci beaucoup.